Depuis des années, le système de santé est en état d'urgence permanent. Les gouvernements successifs n'ont cessé de prôner des réformes nécessaires, mais ces réformes se traduisent quasi systématiquement par des coupes budgétaires déguisées. Entre 2000 et 2020, plus de 70 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés en France, d'après les données de la DRIS. Pendant la crise du Covid-19, les soignants ont été poussés à bout dans un système à flux tendu, incapable d'absorber une surcharge temporaire. Et pourtant, au lieu de tirer des leçons de cette crise, le gouvernement a maintenu son cap en réduisant encore davantage les moyens dans certains établissements. Ce n'est pas un manque de moyens, mais un choix politique. Comment justifier qu'on trouve des milliards pour recapitaliser des entreprises privées ou pour maintenir des niches fiscales coûteuses, mais qu'on rechigne à investir dans le service public de santé? L'inflation frappe durement les ménages depuis 2022, notamment sur les produits de première nécessité. Les réponses du gouvernement se limitent souvent à des mesures d'affichage sans s'attaquer aux causes profondes. En 2023, l'inflation alimentaire en France a atteint plus de 12%, ce qui représente une augmentation insoutenable pour les ménages les plus modestes. Pendant ce temps, les marges des grands distributeurs sont à peine effleurées par les régulations. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'imposer une taxation exceptionnelle sur les bénéfices des multinationales qui continuent de prospérer malgré cette crise? On parle de Total Energy, qui a engrangé plus de 20 milliards d'euros de bénéfices en 2022. Où est la justice fiscale? Le gouvernement multiplie les discours sur la transition écologique, mais dans les faits, les mesures restent souvent symboliques ou inefficaces. En 2023, la France a été condamnée par la justice pour inaction climatique. Malgré cela, elle continue de subventionner les énergies fossiles, à hauteur de 8,2 milliards d'euros par an. Alors que les particuliers sont incités à adopter des véhicules électriques via des primes, les infrastructures de recharge restent largement insuffisantes dans les zones rurales. Pire encore, l'électrification massive ne s'accompagne pas d'une remise en question de notre dépendance à des métaux rares, extraits dans des conditions désastreuses. La gouvernance actuelle tend à contourner les débats démocratiques en utilisant des outils juridiques comme l'article 49.3 de la Constitution. Entre 2022 et 2024, cet article a été utilisé à de nombreuses reprises pour imposer des réformes impopulaires, suscitant une contestation massive. Pourquoi un gouvernement qui se prétend au service du peuple refuse-t-il d'organiser un référendum sur des sujets aussi clivants? Cet usage abusif du 49.3 est une preuve de mépris pour les institutions démocratiques et pour les citoyens. Enfin, il est essentiel de pointer l'écart grandissant entre les élus et le reste de la population. Les parlementaires bénéficient toujours d'un régime de retraite bien plus avantageux que celui des citoyens qu'ils représentent, alors même qu'ils imposent des réformes exigeant des sacrifices aux travailleurs. De même, leurs indemnités mensuelles sont accompagnées de multiples avantages. Comment des responsables politiques qui ne vivent jamais les conséquences de leurs décisions pourraient-ils réellement comprendre ce qu'elles impliquent pour le citoyen moyen? Le problème central de ce gouvernement réside dans son incapacité chronique à connecter ses décisions avec la réalité vécue par la majorité des citoyens. Ce n'est pas une question de mauvaise foi, mais d'une déconnexion systémique. Les décideurs politiques, protégés par des privilèges qui les éloignent des conséquences directes de leur politique, manquent d'une vision empirique. Prenons l'exemple de la réforme des retraites. Elle est présentée comme une nécessité budgétaire, mais qui, parmi ses responsables, a dû compter chaque euro pour finir le mois? Qui a ressenti l'usure d'un métier pénible au bout de 30 ans? Ces gens parlent d'équilibre financier depuis des bureaux climatisés, sans comprendre qu'ils pèsent sur des épaules déjà pliées sous le poids d'une inflation galopante et d'un service public dégradé. Ce qui est insupportable, c'est l'absence de responsabilité personnelle. Combien de fois des mesures inefficaces ont-elles été justifiées par un discours technocratique abscon, évitant soigneusement d'admettre les erreurs? Ce refus de l'autocritique est symptomatique d'une élite politique qui fonctionne en vase clos, priorisant la communication sur la solution des problèmes. Enfin, il est évident que les citoyens n'ont pas besoin de discours paternalistes ou de promesses creuses. Ils ont besoin d'actes cohérents, adaptés aux réalités locales. Et cela commence par un minimum d'humilité. Accepter de descendre sur le terrain, écouter ceux qui vivent les conséquences des décisions et, surtout, intégrer cette réalité dans l'élaboration des politiques publiques. Depuis quelques années, les gouvernements organisent des consultations citoyennes ou des conventions climat pour donner la parole au peuple. Mais ces initiatives, présentées comme démocratiques, sont des écrans de fumée pour légitimer des décisions déjà prises. En 2020, la Convention citoyenne pour le climat a proposé 149 mesures pour réduire les émissions de CO. Emmanuel Macron avait promis d'en appliquer sans filtre 146. 3 ans plus tard,
Seulement une fraction de ces propositions a été mise en œuvre, et souvent de manière édulcorée ou contre-productive. L'exemple du moratoire sur les centres commerciaux. Les citoyens avaient proposé de limiter leur expansion pour préserver les terres agricoles. Résultat, le gouvernement a contourné cette proposition en laissant passer des projets comme celui du Val Tolosa, près de Toulouse, un centre commercial géant. Conclusion, ces consultations sont un théâtre politique. On donne une illusion de démocratie participative tout en servant les intérêts des grands groupes. Les marchés publics, qui représentent plus de 200 milliards d'euros chaque année, sont censés être transparents et concurrentiels. Mais dans les faits, ils servent souvent à enrichir des entreprises proches du pouvoir. En 2022, un contrat de 11 millions d'euros a été attribué sans appel d'offres à MC Kinsey pour accompagner la réforme des retraites. MC Kinsey, une entreprise déjà au cœur d'un scandale pour son optimisation fiscale agressive, a facturé des sommes astronomiques pour des recommandations souvent inutiles ou inapplicables. Alors pourquoi ces missions ne sont-elles pas confiées aux services publics eux-mêmes, qui disposent déjà des compétences nécessaires? La réponse est simple. Le gouvernement préfère externaliser ces missions à des cabinets privés, souvent dirigés par des anciens camarades de classe des grandes écoles comme l'ENA ou Sciences Po. Depuis des années, les gouvernements successifs adoptent des lois sécuritaires sous prétexte de lutter contre le terrorisme ou les violences urbaines. Mais ces lois grignotent progressivement les libertés fondamentales sans résoudre les problèmes de fond. En 2024, le ministère de l'Intérieur a investi près de 120 millions d'euros dans un programme de reconnaissance faciale destiné à être utilisé lors des Jeux Olympiques de Paris. Ce dispositif, testé à Nice et à Marseille, a montré des taux d'erreur importants, notamment dans l'identification des personnes issues de minorités ethniques. Plutôt que d'investir dans la prévention des violences ou le renforcement des effectifs sur le terrain, le gouvernement préfère des gadgets technologiques coûteux qui alimentent les dérives autoritaires. La France reçoit des milliards d'euros de subventions européennes pour financer des projets écologiques, sociaux ou d'innovation. Mais une partie de ces fonds est détournée ou mal utilisée. En 2023, la Cour des comptes européenne a épinglé la France pour avoir utilisé des fonds destinés à la transition écologique pour financer des projets autoroutiers. Par exemple, l'élargissement de l'autoroute à 69 entre Castres et Toulouse, un projet massivement contesté par les habitants et les associations environnementales. Comment justifier un tel détournement, alors que ces subventions auraient pu financer des infrastructures ferroviaires ou des solutions de mobilité durable? Malgré les beaux discours sur l'équité territoriale, les zones rurales continuent de souffrir d'un abandon progressif. Depuis 2015, plus de 800 classes ont été fermées dans les écoles rurales, selon les données de l'Éducation nationale. Pendant ce temps, des fonds publics sont alloués à la création de campus numériques dans des métropoles déjà bien dotées en infrastructures. Le gouvernement préfère externaliser ces missions à des cabinets privés, souvent dirigés par des anciens. À la Chapelle-Bâton, Vienne, les parents d'élèves ont dû occuper une école pendant plusieurs semaines en 2023 pour empêcher sa fermeture. Le gouvernement a refusé de revenir sur sa décision, tout en vantant son plan ruralité dans les médias. Ces fermetures ne sont pas une question de moyens, mais de priorité. L'État sacrifie l'éducation de proximité au nom d'une rationalisation budgétaire, sans tenir compte de l'impact social et humain. L'eau est un bien commun, mais de plus en plus de communes délèguent sa gestion à des entreprises privées comme Veolia ou Suez. Cela entraîne une hausse des tarifs et une dégradation du service. En 2024, un rapport de l'ONG Food et Water Europe a révélé que dans les communes où l'eau est gérée par des entreprises privées, les tarifs sont en moyenne 30% plus élevés qu'en régie publique. Par exemple, à Montpellier, le contrat avec Veolia a été renouvelé malgré une contestation massive des citoyens. Résultat, une hausse des factures de 12% en un an, alors que la qualité de l'eau a baissé, augmentation des résidus de nitrate. Alors pourquoi l'État ne favorise-t-il pas une reprise en régie publique, comme cela a été fait avec succès à Grenoble? La réponse est évidente. Les intérêts des grands groupes pèsent plus lourd que ceux des citoyens.